Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche de Brume. Je vous retrouve aujourd'hui pour un concept que j'ai décidé de faire tous les mois. Maintenant, c'est le concept du bilan mensuel, tout simplement. Un concept plutôt classique, plutôt répandu sur YouTube. Ça m'a donné envie de le faire quand j'ai fait mon bilan en février pour le petit mois petite lecture. Et je me suis dit, pourquoi conserver ce concept uniquement lors de challenge et pourquoi ne pas le conserver pour toute l'année. Ce que j'ai apprécié dans le concept quand j'ai fait mon bilan pour le mois de février, c'était l'idée que finalement vous aviez entendu parler de toutes les lectures que j'ai faites en février. C'était un peu le but, vous me direz. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'en 2022, et même en 2021, en 2020 un peu moins, il y avait plein de lectures dont j'avais pas eu l'occasion de vous parler sur la chaîne et qui étaient de très très bonnes lectures. Et je trouve ça dommage d'avoir lu de si bons livres et de ne pas vous en parler. Alors du coup forcément, ça fait plus le tri, il y a forcément des livres que j'ai plus ou moins aimés. Vous allez entendre parler de livres que j'ai aimés, d'autres moins aimés. Mais du coup je trouve que c'est beaucoup plus représentatif de mon profil de lectrice et de toutes les lectures que je peux faire au cours d'une année. Donc à partir de là maintenant, vous aurez tous les mois un bilan. Alors pour le mois de mars, ça va être un petit peu particulier parce que j'ai beaucoup vlogué en mars, donc il y a déjà beaucoup de lectures dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Dans ce cas, je ne parlerai pas très longtemps de ces lectures, puisque vous avez déjà mon avis assez détaillé en général sur la chaîne, et le cas échéant, je vous remettrai les liens vers les vidéos concernées dans la barre d'infos. Mais j'avais quand même envie de vous refaire un espèce de panel de mon mois de mars, qui a été un mois de lecture assez formidable, je dois le dire. Autant le mois de février avait été un bon mois de lecture, mais j'avais quand même eu quelques lectures un petit peu en demi-teinte, et sur 28 lectures, vous me direz, c'est à peu près normal. Là, en mars, à part le petit vlog crash test romance qui a été un petit peu en dessous, pour le reste, j'ai vraiment fait des lectures incroyables, et c'était hyper important pour moi de vous en parler ou de vous en reparler. Pour commencer, je vais vous faire un petit bilan statistique très rapide. J'ai lu 11 livres au mois de mars, plus un livre que j'ai abandonné, vous le savez normalement si vous avez regardé mes vlogs, pour un total de 4979 pages. Donc en fait, si on regarde par rapport à février, j'ai lu 17 livres de moins, puisque j'avais lu 28 livres en février et que là j'en ai lu 11, mais j'ai lu plus de pages au final, et sans avoir lu le graphique en plus. Donc vraiment, en termes de performance de lecture, le mois de mars, ça a été plutôt très très bon. D'autant plus que du coup, dans les 11 lectures, il y en avait quand même 3 en anglais. Alors, mon chat déteste, mais déteste que je ne m'occupe pas d'elle. Si je lis, si je suis sur mon téléphone, si je mange, bah là, typiquement, elle joue toute seule avec un bout de litière. Voilà. Donc vous aurez peut-être un petit bruit de fond, c'est pas grave. Le premier livre que j'ai lu en mars, c'était Love from Mecca to Medina de S.K. Ali. Je vous en ai parlé en vlog, puisque j'ai vlogué une vidéo où je lisais la suite de mes livres préférés de 2022. Donc j'ai lu celui-ci et les deux suivants. Ça a été un vlog dans lequel j'ai vraiment fait des lectures formidables. Ce livre m'est resté en tête assez longtemps, de même que pas mal des livres que j'ai lus en mars. C'est une très très belle histoire d'amour qui est basée sur le respect. Dans le premier tome, on suivait Zeynep et Adam qui se rencontraient au Qatar et qui tombaient amoureux. Et dans ce tome 2, on va les suivre lors de leur pèlerinage entre la Mecque et Médine. Et c'est une histoire que j'ai trouvée formidable. Autant dans le tome 1, j'avais trouvé qu'Adam était plus mis en avant, autant dans celui-là, je trouve que Zeynep a toute sa place et a été absolument passionnante à suivre et à découvrir. Vous avez un avis absolument détaillé dans le vlog, puisque j'en ai parlé en long, en large et en travers. Mais pour moi, c'était vraiment une lecture formidable que je vous recommande absolument. Le tome 1 est sorti en français, celui-là ne l'est pas encore, mais j'espère qu'il le sera un jour. Pour autant, c'est quand même un niveau d'anglais assez accessible. Voilà, c'était une excellente lecture et vraiment je vous conseille de vous pencher sur cette histoire qui vous mettra du baume au cœur et vous fera découvrir une histoire d'amour basée sur la tolérance, le respect. S.K. Ali écrit des personnages extrêmement incarnés, des personnages auxquels on s'attache forcément, qui ont un vrai vécu, qui ont un vrai background et surtout qui sont basés sur des vraies valeurs et une éthique. Ce roman coche toutes les cases, entre guillemets. C'est une romance certes, mais c'est aussi bien plus que cela. Ensuite, donc dans le même vlog, j'ai lu le tome 3 de la trilogie The Extraordinaries de T.J. Klune. J'étais tellement triste de terminer la trilogie. Elle est d'ailleurs derrière moi. Vous avez le tome 1 ici et le tome 2 ici. Donc c'est une trilogie qui pour le moment n'existe pas en français, mais j'ai bon espoir qu'elle arrive un jour puisque les récits de T.J. Klune commencent à sortir un petit peu en français avec La maison au milieu de la mer céruléenne et Sous la porte qui chuchote, ainsi que plutôt dans le côté romance bitlit, Le chant du loup
Wolfsong. Il y a plusieurs sagas de l'auteur qui sont sorties en France maintenant, donc j'ai bon espoir que celle-ci arrive un jour. J'ai pas employé ce mot-là pendant le vlog, mais ça a été un vrai coup de cœur. Ce tome 3 conclut à merveille la trilogie. J'avais adoré le tome 1 qui avait été top 4 ou 5 dans mon classement de 2022. Le tome 2 avait été un petit peu en dessous à mon sens. Il y avait un petit peu le syndrome du tome 2 habituel dans une trilogie, mais le tome 3 redresse parfaitement le tout. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes magnifiques, basées à nouveau sur le respect et la tolérance. D'ailleurs une scène qui pourrait passer pour olé, comme on dirait, mais qui est vraiment dépeinte d'une façon qui fait que on prend juste plaisir à être avec les personnages et à découvrir cette scène où ils se découvrent eux-mêmes. J'adore les personnages, je suis très attachée au groupe de 4 personnes qui forment la bande d'amis dans cette trilogie. Pour vous refaire juste un petit résumé, on suit Nick qui habite dans un monde très similaire au nôtre, sauf que dans ce monde-là, eh bien il existe les Extraordinaries qui sont des personnes qui développent des pouvoirs magiques et certains deviennent des super-héros qui, un petit peu à l'image des Spider-Man et autres super-héros qu'on découvre dans les Marvel, ont pour objectif de sauver les populations d'accidents ou d'autres choses comme ça. Sauf qu'évidemment il y a des super-héros qui veulent faire le bien et d'autres qui veulent faire le mal, donc des super vilains. Et on a cette ambivalence qui est mise en avant, évidemment c'est un système assez manichéen, mais c'est pas le fondement même de l'histoire. Le fondement même de l'histoire c'est vraiment Nick qui évolue avec ses amis. Ils sont une bande de 4 avec Seth, Jazz et Gibby qui sont des personnages absolument formidables avec de très belles valeurs d'amitié et d'amour. C'était une histoire vraiment magnifique qui me restera en tête pendant très longtemps. Et même si à la base je ne suis pas spécialement fan de tout ce qui est super-héros et ce genre de récit, ça a complètement fonctionné parce qu'encore une fois c'est vraiment pas le fondement même de l'histoire. Tout ce qui compte c'est toutes les relations qui sont tissées entre les personnages et Nick, le personnage principal qui pour moi est vraiment l'élément principal positif de cette trilogie. C'est un personnage qui est extrêmement touchant, extrêmement vrai, qui est très drôle d'ailleurs. Vraiment, je n'aurai jamais assez de mots pour vous dire à quel point cette trilogie est exceptionnelle et que vous devez la découvrir. Encore une fois, avec un niveau d'anglais assez accessible. Après j'ai l'impression de dire ça tout le temps maintenant, peut-être que je me suis aussi améliorée en anglais. Très honnêtement c'est possible parce que je commence à en avoir lu quand même pas mal, mais je pense quand même que c'est assez accessible en anglais. Vous me direz, si jamais vous la lisez, n'hésitez pas à me faire un retour. Toujours dans le même vlog, encore et toujours, j'ai découvert le tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, et vous le savez du coup si vous avez vu ce vlog, ça a été à l'image du premier tome une excellente lecture. J'ai adoré me replonger dans l'univers de Mémoire de la forêt qui est un univers très cosy, très touchant. J'ai adoré redécouvrir le personnage d'Archibald de Renard, ce fameux libraire renard qui tient une librairie dans un arbre dans la forêt. Et puis on a une nouvelle histoire, du coup dans ce tome 2, dans le tome 1 on suivait l'enquête sur la vie de Ferdinand Taupe, l'un des amis d'Archibald. Et dans ce tome 2, on part du postulat que Célestin Loup arrive un jour et revendique la propriété de la librairie d'Archibald. Pourquoi? C'est ce qu'Archibald va essayer de découvrir dans ce tome 2. C'est plutôt un tome compagnon comme je l'ai dit dans le vlog, à mon sens c'est quand même dommage de ne pas avoir lu le tome 1 avant, mais vous pouvez quand même découvrir ce tome 2 de façon indépendante. C'était une très belle histoire, encore une fois très touchante à l'image du tome 1, assez triste en fait. Mais comme le tome 1, pareil, tout est bien pensé, tout est bien écrit dans cette saga, et même si on est sur une saga jeunesse, je pense que tout le monde peut trouver son compte dans Mémoire de la forêt, donc je vous recommande vraiment cette saga, et j'ai très hâte de lire le tome 3. Je crois que c'était encore dans le même vlog que j'ai commencé Absolu, mais je ne vous ai pas fait de retour sur cette lecture, me semble-t-il. Donc j'ai lu le tome 1 de Absolu de Margot Dessen, qui s'appelle donc Les Mobilisés. Dans cette histoire, on va suivre Prime et Johanna, qui sont 2 adolescents dans un monde futuriste, post-apocalyptique, dans lequel on est sur les ruines d'une Pologne ravagée. Il y a une zone qui correspond à Varsovie, dans laquelle il y a une chose, donc un monstre, qu'on a sur la première page ici. Donc l'humanité s'est réfugiée tout autour de Varsovie, dans le pays alentour, qui s'appelle d'ailleurs Eryth maintenant, et tous les ans, 100 adolescents d'Eryth sont mobilisés pour être envoyés dans la zone, donc dans la Varsovie détruite, pour combattre la chose. Et tant que la chose n'a pas été détruite, les adolescents continueront d'être envoyés. Prime et Johanna font partie de la 20e édition de cette mobilisation.
Et on va donc les suivre rentrer dans la zone et tenter de survivre à tout ça. On est sur une dystopie qui est à l'image de Hunger Games, le labyrinthe Divergente, tout en ayant la capacité de réinventer le genre. C'est le premier tome que j'ai beaucoup apprécié, je me suis assez attachée au personnage, j'étais à fond dans l'histoire, j'ai trouvé que la fin était assez puissante. Margot Dessen a réussi à faire quelque chose d'assez surprenant et d'assez cliffhanger d'ailleurs, donc on a très hâte d'avoir le tome 2. Pour autant, j'ai trouvé qu'il y avait des facilités scénaristiques, notamment dans la résolution de la fin du tome 1, sans trop en dire. On est sur beaucoup de points de vue, donc beaucoup de personnages, et j'aurais apprécié peut-être développer un petit peu plus certains personnages, certains profils de personnages. Pour autant, c'était une très bonne lecture, j'ai adoré renouer avec ce genre de la dystopie qui a été tellement en vogue pendant des années. J'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai très hâte de lire la suite. Ma lecture suivante a été un livre que j'ai lu en une seule journée, sur un dimanche, La nuit où les étoiles se sont éteintes, de Neil Gaiman et Marie Alino. Et je ne suis pas sûre d'être encore remise de cette lecture, pour tout vous dire. Je vais profiter de cette vidéo pour vous mettre des rushs que j'ai tournés au moment où j'ai terminé le roman, où je pensais faire un vlog et en fait j'ai pas du tout continué, donc je vais quand même utiliser ces rushs pour vous donner mon avis sur ce roman, qui a été vraiment une lecture bouleversante, sur laquelle j'ai plein de choses à dire. C'est pour ça que énormément de rushs, donc je vais essayer de voir comment je peux vous montrer tout ça sans que ce soit trop rébarbatif. Et j'ai très hâte de lire le tome 2 qui est juste derrière moi ici. Je pensais le lire juste après, mais en fait comme c'est un tome compagnon, puisque l'on suit le point de vue de Nate, un autre personnage du livre, mais sur la même histoire, je me suis dit que j'allais attendre d'avoir un petit peu oublié l'histoire de ce tome-là pour lire la suite. Mais en tout cas, j'ai très hâte parce que Nate est mon personnage préféré de ce premier roman, donc je vous laisse avec les rushs. Dans ce livre, on suit un groupe d'amis, en particulier on suit le personnage principal qui s'appelle Finn. Finn, il a un passé compliqué, hein, clairement on est sur les clichés du genre. Il ne connaît pas son père, sa mère est en prison, il vit actuellement chez son oncle qui a accepté de l'héberger. Il vient du coup d'arriver chez son oncle, donc il découvre une nouvelle vie. Il s'est fait virer de sa précédente famille d'accueil. Je vous spoil rien parce que c'est vraiment dans les premières pages. Et du coup dans ce roman on a une alternance de temporalité. On suit le moment présent où Finn va partir faire un road trip avec ses amis. Et on retourne dans le passé un an avant et on remonte le temps jusqu'au moment présent. Et on découvre comment il a rencontré ses amis, qu'est-ce qui s'est passé entre eux. On découvre les personnalités de chacun d'entre eux aussi. Et bah voilà, ça remplit les codes du genre, clairement, l'idée du road trip, les amitiés, les personnages aussi ont des côtés assez clichés, mais ça fonctionne très bien. Eh bien, il y a plusieurs choses évidemment à en dire. Ça m'a surpris sur certains points, des points que j'apprécie particulièrement, mais globalement, pas non plus des grosses surprises, hein. On est sur des codes du genre, sur des schémas du genre. C'est très efficace dans la plume, c'est très efficace dans l'intrigue, dans la façon dont la double temporalité est gérée. J'aime beaucoup la façon dont les autrices ont remonté le temps progressivement. Il y a vraiment une espèce de mystère sur ce qui s'est passé entre un an avant et le moment présent. On se dit qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent à cette situation-là, de ce road trip-là avec ces relations-là. On suit ces 5 amis évoluer les uns avec les autres. Au début du roman, Finn ne les connaît absolument pas quand on est un an avant, et puis il apprend à les connaître. Donc ça c'est les aspects très positifs de ce roman, ce qui fait qu'on a envie de le lire, que c'est très addictif. Et c'est vrai qu'il y a des relations qui se créent entre les personnages qui sont très touchantes et que personnellement j'aime beaucoup. Après il y a du coup une chose sur laquelle je voulais rebondir. Pourquoi tous les adolescents dans les romans young adultes, contemporains en particulier, qui ne vont pas bien, sont-ils toujours soumis au fait que quand ils ne vont pas bien, ils sombrent dans l'alcool et les drogues? Non mais c'est une vraie question, c'est une vraie question. J'ai un peu l'impression que ce cliché du roman young adulte contemporain, il est partout et qu'on n'arrive jamais à sortir de ce cliché-là en fait. Pour moi, c'est une thématique en plus qui est très touchy, la consommation d'alcool et tout ça. C'est très compliqué pour moi, j'ai un peu de mal, ça me trigger pas mal, donc en général quand je lis ce genre de roman, je m'attends toujours à tomber sur ces scènes-là, et du coup je suis préparée psychologiquement, mais je pense que quand même, je devrais pas avoir à être habituée à ce genre de scène. Bref, c'est pas grave, mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi. Il y a probablement des livres dans lesquels c'est pas le cas, mais je trouve que dans les livres les plus plébiscités et les livres qu'on voit le plus passer sur les réseaux sociaux, c'est toujours ça. Alors que je parle d'expérience, on n'a pas besoin d'être adolescent ou jeune adulte, de pas être bien dans nos vies pour
plein de raisons et de sombrer dans l'alcool. Surtout quand on a connu des schémas compliqués vis-à-vis de l'alcool et des drogues, la majorité du temps ça donne pas très envie de suivre le même schéma. Quand je vous parle de ce fameux débat sur les jeunes, les adolescents et la consommation d'alcool et de drogue, et le fait que ce soit souvent dans les romans les plus plébiscités et les plus courants sur les réseaux sociaux, bah, je trouve ça en fait dangereux d'une certaine façon parce que ça montre des schémas d'adolescents qui ne vont pas bien et qui du coup trouvent comme solution de plonger dans l'alcool. Bah faudrait éviter de montrer ce genre de schéma parce que clairement c'est pas la solution miracle à mon sens. Et du coup je trouve ça dommage parce que bon, ça va rejoindre plein de polémiques qui tournent actuellement sur les réseaux sociaux, mais la population qui va lire ce type de roman, bah c'est pas terrible de montrer toujours les mêmes schémas de comment traverser ces épreuves-là. Bah je trouve ça dommage de toujours prendre la solution de s'enfoncer dans les fêtes, s'enfoncer dans l'alcool, la consommation d'alcool et la consommation de drogue. Je trouve ça très dommage et surtout je trouve ça un peu dangereux pour la génération qui arrive, qui lit ça et qui se dit le jour où il va m'arriver un truc, je vais ressembler à ça. Pas forcément. Alors bien sûr il y a plein de situations et tous les profils ne se ressemblent pas. Je trouve que c'est important de poser des mots sur des sujets aussi importants. Mais moi je voulais vraiment pointer du doigt ce schéma-là qui me semble vraiment dangereux. Et encore une fois, ça me dérange pas qui est ce schéma-là, voilà, ça c'est l'inspiration des autrices, c'est comme ça qu'elles ont décidé de montrer leurs personnages. Par contre, c'est le fait que ce soit très souvent ce genre de schéma dans les livres qui ressortent le plus et qui sont les plus populaires. C'est très important d'en parler et de démystifier un petit peu cette espèce de popularité autour des schémas assez sombres et qui sont toujours reliés à ces consommations, à ces comportements. Alors j'ai vraiment adoré ce roman. On est d'accord que tout ce dont j'ai parlé avant n'entache en rien mon appréciation du roman. C'est simplement un débat que je voulais lancer parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Mais le roman lui-même est un très bon roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié, où j'ai passé un excellent moment dans le sens que j'attendais quelque chose et mes espoirs ont été comblés. C'est-à-dire qu'encore une fois, je cherchais vraiment ce type de lecture avec des personnages un peu plus travaillés, un peu torturés, des jolies relations notamment amicales, même si j'ai trouvé aussi autre chose dans ce roman, une très belle relation d'amour. Il y a plein de thèmes qui sont abordés au travers de ce roman qui sont très difficiles. Encore une fois, je vais me répéter, mais ce que vit Finn dans ce roman, c'est vraiment terrible. Il passe vraiment par des épreuves inconcevables. Donc évidemment qu'il est dans un mal-être prégnant. Donc évidemment qu'il va se tourner vers des comportements qui vont le rassurer, lui faire oublier tous ses problèmes. Mon seul problème vis-à-vis de ça, c'est simplement que c'est un peu la solution de facilité de toujours prendre comme solution de repli des comportements comme les addictions. Voilà, mais après tout, ça fonctionne très bien avec cette histoire et avec ce personnage. Je pense que c'est un bon choix de la part des autrices parce que ça fait sens avec l'histoire de Finn. Simplement, voilà, pour moi c'était compliqué et je pense que ça reste assez cliché dans la perception qu'on peut avoir des ados, notamment aux États-Unis, parce que ce roman, même s'il est écrit par des autrices francophones, je sais pas si elles sont françaises toutes les deux, mais elles sont francophones en tout cas, se déroule aux États-Unis. Donc on a vraiment cette ambiance des fraternités, des soirées étudiantes américaines, et du coup, forcément, ils puisent un petit peu ces clichés dans ce que l'on perçoit de l'adolescence américaine, de la jeunesse américaine, qui est souvent justement représentée par les fêtes, l'alcool, ce genre de choses. Que ce soit dans les séries, les livres, c'est toujours ça. Bref, donc en tout cas, comme je vous le dis depuis le début, en fait, il coche des cases de son genre. Je tiens quand même à préciser une chose que j'ai pas précisée au début de la vidéo, mais qui est quand même très importante, c'est que dans ce roman, il y a des trigger warnings. Ils sont indiqués au début du livre. Il y avait quand même la consommation de drogue et d'alcool qui était mentionnée. Donc il y avait des avertissements de contenu. C'est très important qu'il s'agisse d'un flashcode, qu'il s'agisse carrément de trigger warning écrit. Je trouve que c'est extrêmement important parce que justement, comme il aborde des thématiques qui sont vraiment très difficiles et très touchy, je pense que pour les personnes qui sont concernées par les thématiques, comme je peux l'être pour l'une des thématiques en particulier, c'est important de se préparer à subir des scènes qui peuvent potentiellement nous mettre mal à l'aise ou nous faire du mal. C'est très important. Donc, c'est déjà bien de voir que les mentalités de ce côté-là quand même ont beaucoup changé et qu'on commence à avoir ce type d'avertissement de contenu qui apparaissent au début des livres. Merci.
Encore une fois, ça va pas régler les problèmes de sa popularité et que du coup, malgré les avertissements de contenu, il peut être lu par à peu près n'importe qui. Ça enlève pas ça, mais au moins ça a le mérite d'exister. Et je pense que c'est quand même déjà une première bonne étape. Je vous avoue que j'ai eu très peur sur la fin parce que j'ai cru que les autrices avaient fait un choix. Je sais pas si je m'en serais remise. Non, j'aurais été vraiment très triste. Je vous le recommande, bien sûr, attention, peut-être pas à n'importe quel âge. N'hésitez pas à lire les avertissements de contenu si vous le souhaitez. Je peux aussi les donner en message privé sur Instagram si vous le voulez. Si vous n'avez pas le livre entre vos mains et que vous voulez d'abord être prévenu, on peut aussi en discuter sur Instagram, il n'y a pas de problème. Ou dans les commentaires, mais du coup ça risquerait de spoiler, donc peu importe, ça peut être aussi en commentaire si vous le souhaitez. J'ai passé un très bon moment de lecture et je suis très contente d'avoir trouvé dans ce roman ce que j'attendais de lui. Et je pense que je garderai un très bon souvenir des personnages qui m'ont beaucoup touchée. Pour les 4 lectures qui arrivent, je vous en ai aussi parlé en vlog, dans le vlog sur l'adoption de ma petite Clover, donc ça va être assez rapide. Donc ensuite j'ai lu Là où règnent les baleines de Jolane C. Bertrand que j'avais reçu pour l'école des loisirs. Et ça a été une lecture que j'ai mis du temps à découvrir, mine de rien, pour ses seulement 300 pages, mais que j'ai bien aimé. C'est un roman jeunesse dans lequel on suit une jeune fille de 13 ans qui est exilée sur un phare chez son oncle pendant tout un été. À la base, elle n'est pas très contente à l'idée de partir sur un phare pendant tout un été entier, mais elle va découvrir un peuple marin, elle va découvrir des enjeux d'ailleurs qui ont un caractère assez environnemental et écologique derrière, qui étaient très intéressants, que j'ai trouvé mis en avant de façon assez intéressante. J'ai bien aimé ce roman que j'ai trouvé bien amené, bien construit, qui pointait du doigt des problématiques du mode de vie humain de façon assez brillante. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, Roanne, qui est une jeune fille avec beaucoup de répartie. C'était une lecture vraiment agréable, que je vous recommande si vous avez envie d'un roman jeunesse qui se passe dans le milieu maritime. Je l'avais dit dans le vlog, mais attention, si vous avez un petit peu peur des fonds marins, ce n'est pas une très bonne idée de se lancer dans ce roman-là, parce qu'une partie de l'histoire se déroule dans les fonds marins, avec d'ailleurs des créatures assez terrifiantes. Donc peut-être que c'est pas une très bonne idée si vous n'êtes pas très à l'aise avec cet environnement-là, mais pour autant c'était une très bonne lecture que je vous recommande. Par la suite, je vous en ai aussi parlé dans le vlog, mais j'ai lu Disgrace de Brittany Setcher, qui est une new romance. C'était sympathique. C'était pas la romance que j'ai préférée de Brittany Setcher. Je pense que The Silent Waters et Behind the Bars auront toujours une place privilégiée dans mon cœur. Peut-être que les prochaines lectures de cette autrice me feront mentir, mais pour autant j'ai trouvé que Disgrace n'était pas à la hauteur de ce que j'avais pu lire d'autres d'elle. C'est quand même une romance que j'ai globalement appréciée. On suit une femme d'une trentaine d'années qui, au début de l'histoire, se fait larguer par son mari et elle va retourner dans la ville dans laquelle elle a grandi, la ville de son enfance, où elle va faire la connaissance de Jackson, qui a 24 ans, qui est un petit peu le bad boy du coin, et va se construire une relation entre eux. J'ai trouvé qu'il y avait des facilités, encore une fois, dans le traitement de la relation, puisque, à mon sens, Jackson devient trop vite le gentil et casse très vite le masque du bad boy. J'étais un petit peu décevant sur cette partie-là, pour autant la relation était très intéressante, et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'était les thématiques annexes qui étaient traitées dans ce roman, notamment la famille, la parentalité, beaucoup de sujets abordés autour de ça. C'était sympathique, mais clairement pas mon préféré de l'autrice et de loin. J'ai ensuite lu Onyeka et l'Académie du Soleil de Tola Okongu. Je pense que je le dis très mal. On suit Onyeka qui habite en Angleterre, qui a toujours été depuis toute petite la cible de moqueries à cause de sa chevelure. Elle a une chevelure afro absolument immense, complètement indomptable, et à cause de ça elle a toujours été critiquée et moquée. Sauf qu'un jour, eh bien, elles sont à la piscine avec sa meilleure amie Cheyenne, et Cheyenne manque de se noyer, et c'est la chevelure d'Onyeka qui va la sauver. C'est à ce moment-là que la mère d'Onyeka va lui avouer qu'elle est en fait une Solari. Elle possède donc un pouvoir spécial lié à sa chevelure, et qu'il va falloir qu'elle entraîne ce pouvoir. Là-dessus, elles vont devoir repartir au Nigeria, d'où la maman d'Onyeka et son papa, qui est d'ailleurs disparu, sont originaires, et Onyeka va donc faire son entrée à l'Académie du Soleil. C'était un très bon roman jeunesse que je vous recommande absolument, un petit peu dans la lignée de Amari et le Bureau des Affaires Surnaturelles. J'ai trouvé que c'était énormément de très belles valeurs, notamment d'amitié, de loyauté. Évidemment, on a une mise en avant de la chevelure afro de façon assez brillante. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. C'est un très bon roman jeunesse. Je vous en ai déjà aussi parlé en vlog, mais franchement, si vous avez envie d'un récit qui se rapproche un petit peu de Amari, toujours sur des standards jeunesse, je vous recommande absolument de vous tourner vers cette lecture. Une lecture d'utilité publique
J'ai lu As Long as the Lemon Trees Grow de Zulfa Katou, qui est un roman qui traite de la révolution en Syrie. Donc on est dans les années 2012. En Syrie, on suit une jeune fille qui s'appelle Salama, qui a 19 ans, qui vit avec sa belle-sœur dans une Syrie ravagée par la guerre. Tout le reste de leur famille est soit morte, soit a disparu. Et Salama, puisqu'elle avait entrepris des études de pharmacienne, et un petit peu ce qui se rapproche le plus d'un médecin, elle a donc été réquisitionnée à l'hôpital pour soigner les blessés de guerre. Donc on va suivre Salama dans cet environnement absolument traumatisant et terrifiant. On découvre un personnage masculin, Kenan, avec lequel elle va construire une très très belle relation. On peut le voir sur la couverture, on a toute une romance qui se met en place. Pour autant, c'était un roman très dur, bien sûr, avec un énorme plot twist que je pense personne ne voit arriver. C'est un roman qui est vraiment d'utilité publique parce qu'il remet un petit peu les choses en perspective, notamment d'un point de vue de l'immigration. C'est un roman qui a été écrit par une autrice avec des racines syriennes et pour les personnes qui ont l'obligation de quitter leur pays. Il arrive en français cette année chez Nathan. C'est une très très bonne nouvelle pour l'édition francophone à mon sens. Je suis vraiment ravie d'avoir pu faire cette lecture et je vous encourage absolument à le découvrir. En anglais si vous avez le niveau, encore une fois. Je trouve que le niveau est plutôt accessible, ou en français une fois qu'il sera disponible. Mais très honnêtement, c'est un roman qu'il faut absolument lire. Ensuite, il y a eu le fameux vlog Crash Test romance, donc j'ai lu Belle Morte de Bella Higuin. Bon, Belle Morte, c'était sympa, mais ça cassait pas trois pattes à un canard. On suivait une jeune fille qui s'appelait Ronnie, je crois, qui, dans un monde dans lequel il y a des vampires qui sont révélés au grand jour et qui vivent dans des maisons, elle va rentrer dans une de ces maisons en tant que donneuse de sang. Donc elle va être nourrie, logée, blanchie pour servir de donneuse à la maison de vampires en Angleterre, je crois. Et en fait, Ronnie, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a postulé pour devenir donneuse parce que sa sœur avant elle était donneuse dans la même maison et que ça fait 2 mois qu'elle n'a plus de nouvelles d'elle. Donc le début était plutôt sympathique parce qu'on avait une enquête sur ce qui s'était passé avec la sœur de Ronnie. Pour le reste, j'ai trouvé que la romance était pas crédible du tout et surtout assez problématique. Le vampire avec qui elle construit une relation, aucun charisme. J'ai pas du tout cru. Pas mal de choses assez décevantes au niveau des plot twists, des trahisons, voilà. Après ça se lisait, c'était sympathique encore une fois, mais j'aurais très très vite oublié cette lecture et d'ailleurs je ne lirai clairement pas la suite. J'ai abandonné entre temps Fabricant de larmes de Erin Doom, qui est une lecture qui m'a assez ennuyée et surtout qui m'a mise assez mal à l'aise. Ensuite 2 adolescents de 17 ans qui vivaient dans un orphelinat et qui sont adoptés par les mêmes parents, donc une fille et un garçon. Et en fait ces 2 adolescents ne s'entendent pas du tout. Le garçon, donc Rachel, a un comportement que je trouvais extrêmement répréhensible et il déteste clairement Nika, je crois, la jeune fille. Et du coup je comprenais absolument pas comment on pouvait avoir une romance entre ces deux-là, tellement Rachel avait un comportement répréhensible. Vraiment, je ne comprends pas comment ça peut évoluer vers une relation amoureuse. Donc voilà, j'ai décidé d'abandonner, j'avais pas très envie de savoir ce qui allait se passer ensuite, donc j'ai abandonné à la page 114, je crois. Et enfin, ma dernière lecture du mois a été à nouveau un coup de cœur, pour vous dire à quel point ce mois a été vraiment excellent. Il s'agit donc des Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. Alors dans ce roman qui est une sacrée pavasse de 853 pages, je crois, si on va suivre la vie d'un homme qui s'appelle Cyril. Alors l'histoire de Cyril est assez particulière puisque au tout début on suit Cyril qui nous raconte l'histoire de sa maman. Donc sa maman avait 16 ans quand elle est tombée enceinte dans la campagne irlandaise dans les années 40, je crois qu'il est né en 45. Du coup, comme elle est tombée enceinte hors mariage et surtout très très jeune, elle se fait exiler de son village et elle atterrit à Dublin où elle va essayer de se faire une place. Sauf que le jour où elle va mettre au monde son fils, elle va décider de l'abandonner et donc Cyril va être adopté par des parents dublinois, un petit peu bourgeois mais surtout très fantasques. C'est assez compliqué de parler des Avery, donc ce couple qui adopte Cyril, sans trop en dire, mais c'est un couple particulier, dirons-nous. Et donc à partir de là, on va suivre Cyril tous les 7 ans. On a une ellipse temporelle et on va le suivre tout au long de sa vie. C'est un roman qui traite de pas mal de sujets, évidemment. Donc on est dans cette Irlande très traditionnelle, très basée sur la religion, qui ne laisse pas beaucoup de place à l'identité des personnes, surtout dans les années 60-70 par exemple. Sans trop vous en dévoiler, Cyril est gay
et donc il va devoir s'affirmer dans une société qui le méprise. On va le suivre à travers différents pays, donc en Irlande bien sûr, mais aussi aux Pays-Bas, aux États-Unis. On va le suivre avec une amitié qui est très très importante pour lui dans son enfance, avec un garçon qui s'appelle Julian. Julian est un personnage que j'ai pas du tout apprécié au début du roman et qui en fait prend toute son importance par la suite, je trouve. J'ai adoré les choix qui ont été faits par l'auteur. C'était bouleversant, très clairement c'était bouleversant. Il y a beaucoup de scènes où on a envie juste de balancer le livre et de ne plus jamais y revenir. Mais c'était cru et très véritable dans le traitement des sujets comme l'homophobie bien sûr. On parle aussi bien sûr de l'épidémie de sida dans les années 80 et 90, aux États-Unis en particulier, mais ailleurs aussi. Ça remet aussi les choses en perspective sur ces thématiques-là. C'était un roman qui était vraiment bouleversant, très bien écrit, qui se lisait d'ailleurs de façon très très fluide, j'ai trouvé. J'ai bien aimé le personnage de Cyril, mais c'est pas pour moi le plus important du livre. Je pense que j'ai d'autant plus apprécié Bastian, qui est un personnage que l'on retrouve par la suite. Il y a énormément de choses forcément en 850 pages, mais je pense que c'est une lecture qui mériterait aussi d'être découverte par le plus grand nombre. Ça traite de thématiques très importantes et de façon absolument grandiose. Bref, j'ai adoré. Ça m'a fait penser un petit peu à Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, sur le début surtout, puisque dans Le Gang des rêves on suit l'exil d'une femme jusqu'à New York pendant la période d'Ellis Island, donc dans les années 1910. Donc à nouveau on est sur un historique, on va suivre un jeune garçon issu d'une maman exilée dans une grande ville. Donc sur le principe il y avait des choses qui m'ont rappelé un petit peu Le Gang des rêves, après sur la suite des thématiques plus du tout. Mais si vous avez aimé les romans de Luca Di Fulvio, je pense que vous pouvez tout à fait apprécier ce roman-là. En tout cas c'était une excellente lecture et j'ai passé vraiment un moment formidable avec ce livre-là. On a fait le tour de toutes mes lectures de ce mois de mars. Comme vous avez pu le constater, ça a été vraiment très productif. Même s'il y a eu l'adoption en cours, d'ailleurs elle s'est calmée enfin, elle fait dodo. Elle fait genre qu'elle est toute calme et sage, mais c'est une petite chippie. Donc forcément voilà, il y a eu plein de choses ce mois-ci, mais j'ai quand même réussi à maintenir un rythme de lecture que je trouve tout à fait respectable. Pour le moment le mois d'avril n'est pas à ce niveau-là clairement, mais on y reviendra dans le prochain bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié suivre ce bilan du mois de mars. Dites-moi en commentaire si vous trouvez intéressant d'avoir des vrais bilans mensuels. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains de ces romans ou si certains vous tentent. Et puis je vous souhaite de très très belles lectures et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!